c'est notre terrain. Euh, le Liptako Gourma qui se confond aisément aujourd'hui avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Burkina Faso, le Mali, le Niger, que nous avons compris comme étant à la fois un espace géographique, un espace géopolitique, un espace historique et culturel. Donc, c'est la croisée, pas seulement de la géographie, mais de plusieurs autres choses. Et quand vous allez tout de suite sur Wikipédia et vous demandez l'Iptako Gourma, vous verrez qu'il y a une convention proposée même par l'ONU dans les années 70, invitant les trois pays à constituer une alliance dans le souci de voir comment ils peuvent collaborer dans l'extraction des ressources minières que cette région regorge. Donc, cette question de l'alliance des États du Sahel repart dans les années 70. Et quand on va même dans l'histoire, on se rend compte également c'est les peuples qui sont à la croisée de plusieurs choses. Les communautés vivant dans cette localité, on les retrouve dans tous les trois pays. Donc, essayer de comprendre la désinformation à cet instant précis, dans cette zone géographique, relevait quand même d'une certaine importance capitale pour nous. Et nous n'avons pas pris ce travail à la légère. Donc, lorsque l'opportunité s'est présentée de collaborer avec l'OIF pour pouvoir, c'est vrai, le CEDEM, il faut le dire, est parti avec des fonds propres d'abord. Et ensuite, la collaboration avec l'OIF a permis effectivement de rendre le travail encore plus possible parce qu'une étude qui doit s'étendre sur 3 pays, ce n'est pas aisé. Je parlais tantôt de 3 équipes dans les 3 pays, donc au Burkina, au Mali et au Niger. Et non seulement il y a le problème logistique, mais il faut aussi comprendre que le sujet dont nous avons traité, la désinformation, est un sujet très très complexe. C'est un sujet qui est à la croisée de plusieurs choses, donc ça complexifie davantage le travail. Dans notre travail, justement, en matière de méthodologie, nous parlons d'anxiété méthodologique. Et cette anxiété méthodologique relève de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par désinformation? À partir de quel moment une information peut être considérée de la désinformation? On trouvera plein d'études qui nous disent la définition de la désinformation, c'est ceci, c'est cela. Mais dans notre cas précis, nous nous rendons compte que ça ne se joue pas simplement au niveau du cadre informationnel. Ce ne sont pas les données seulement qui sont manipulées, c'est la communication également. Donc, ce n'est pas superficiel. Donc, comme ça va en profondeur, il faut cerner l'étude en tenant bien évidemment compte de cette complexité. Surtout que le Sahel ou l'AES aujourd'hui, c'est une région de plus de 2 780 000 km² avec à peu près 70 millions de population. Donc, nous avons essayé de mener l'étude en prenant compte de cette diversité de la population. Donc, vous verrez qu'on a en tout fait 45 entretiens individuels répartis dans les 3 pays. Et pendant ces 45 entretiens individuels, et c'est des entretiens qui vont de 1 heure à 45 minutes à 1 heure, souvent, ça s'étale au-delà de ça. Donc, souvent, vous avez des données massives et pour travailler ces données massives-là, pour ressortir quelque chose de concret, ce n'est pas du tout aisé. Au-delà de ces 45 entretiens individuels, nous avons également eu 12 groupes de discussion dans les 3 pays. Ça veut dire 4 groupes de discussion dans chaque pays. En prenant en compte, comme nous sommes allés vers les populations, il faut dire qu'il y a des experts dedans, mais le plus important, l'accent est surtout mis sur les populations au centre de l'étude. Quel est le niveau de prise de conscience des populations vis-à-vis de la désinformation, c'est-à-dire de l'information manipulée, coordonnée afin d'avoir un impact donné. Dans notre étude, il ressort un niveau relativement faible de sensibilisation des populations à la désinformation. De façon générale, les populations à la base sont de moins en moins
sensibiliser par rapport à la question de la désinformation. Les gens savent ce que c'est que les fake news, ils savent tout ça, mais ils ne se rendent pas compte que quelqu'un peut délibérément organiser de l'information, coordonner cette information, la distribuer de telle que ça puisse avoir un impact désiré par ce dernier. Nous, dans l'étude, il ressort également que la notion même de désinformation demeure largement imprécise pour une majorité des répondants. Sur 45 personnes, quand on balise, on se rend compte que ceux-là qui peuvent vous ressortir une compréhension acceptable de la désinformation, c'est très limité, y compris souvent même de façon euh, systématique, y compris les travailleurs des médias souvent, y compris des catégories socio-professionnelles considérées parmi les plus instruites. Le concept de la désinformation est régulièrement confondu avec des notions comme la rumeur, la propagande, le canular, etc. Très important également dans cette étude, la notion du genre semble intervenir comme un marqueur également de la désinformation, ce qui est quand même inattendu. Nous attendions à ce que ça ressort, mais bon, en toute honnêteté, moi, je ne pensais pas que ça allait être aussi important, que peut-être les femmes soient plus impactées par la désinformation ou bien qu'elles soient susceptibles de partager une information qui n'est pas vraie. Vous voyez, donc, ça, c'est le niveau de prise de conscience des populations. Et à côté de ça, il faut noter que l'étude ne s'est pas simplement limitée à la compréhension de la désinformation. On est aussi allé en profondeur pour comprendre les sources de l'information et comment cela est distribué à travers cette population généralement. Et les sources traditionnelles de l'information par opposition aux sources modernes de l'information. Et au niveau des sources traditionnelles, nous voyons par exemple que la radio reste d'une grande importance. Les leaders religieux restent d'une importance capitale comme source d'information. Les espaces publics restent toujours un espace où les gens partent s'informer. Mais à ce niveau également, on voit qu'au niveau des radios, des médias traditionnels, des leaders religieux, c'est stable. Il n'y a pas véritablement une évolution, c'est resté stable. Mais l'espace public, comme espace où les gens partent s'informer, est en nette progression. Et cela est très important pour nous, parce qu'on parle de plus en plus de désordre de l'information dans l'espace public, alors que c'est cet espace-là, justement, qu'il faut investir pour une opinion publique saine. Il faut qu'il y ait un espace public où l'information circule, un espace public où il y a de la compréhension, et nous nous rendons compte que c'est un espace où les gens partent prendre l'information, et c'est un espace qui est devenu de plus en plus problématique. Au niveau des médias modernes, la télévision, une importance capitale, mais en baisse. De moins en moins, les populations de l'Iptako-Gourma se fient à la télévision pour pouvoir s'informer. Le téléphone, d'une très grande importance, est également en progression. Les journaux et les médias écrits, là, c'est carrément en baisse parce que de plus en plus les gens dans les communautés rurales et autres, ils ne s'intéressent pas trop au journal papier pour pouvoir s'inscrire. Et pour terminer là-bas, les ONG et les associations, tout comme au niveau de l'espace public là, on a découvert que là-bas également, il y a moins d'engouement, mais c'est en progression. Et après avoir compris un peu le niveau de prise de conscience des populations sur la désinformation, nous sommes passés à l'analyse. Et au niveau de l'analyse, il y a les éléments qui fondent la confiance dans une information selon nos répondants. Pour eux, la sympathie éprouvée par la cible vis-à-vis du vecteur de l'information est capitale. Si j'estime que dans mon église, mon pasteur, c'est quelqu'un
qui me dit toujours la vérité, donc j'ai une certaine sympathie envers lui. Alors, l'information qui va passer par ce dernier dans le groupe WhatsApp, je vais la prendre pour de vrai. La proximité relationnelle de la cible avec le vecteur de l'information. Plus l'information est locale, plus les gens ont tendance à avoir confiance en cette information. Et ça, c'est très, très important parce que dans le temps, l'information, la vraie information, c'était l'information qui venait d'ailleurs. Et voilà, quand il y a quelque chose qui se produit rapidement, on va sur RFI, on va sur France 24 pour pouvoir vérifier. Et aujourd'hui, dans le Sahel, vous rendrez compte que plus, et vous me direz que oui, effectivement, ces médias sont pratiquement absents. Ils ont été bannis, ils ont été coupés. Donc, les gens repartent pratiquement à l'information locale pour pouvoir vérifier l'information. Nous savons que la désinformation alimente les crises sécuritaires. D'abord, il y a cette création d'une instabilité au niveau de ces zones. Et vous avez du coup, vous avez par conséquent des phénomènes qui vont se produire allant du rétrécissement de l'espace civique, par exemple, et qui va fortement impacter les droits humains. Et quand je parle des droits humains, je parle aussi des droits des femmes et des jeunes filles qui sont souvent victimes d'abus dans ces zones. Nous sommes conscients du fait qu'il y a énormément de populations déplacées au niveau de cette zone et cela est à prendre en compte. Nous savons aussi que la désinformation agit dans la mesure où cela compromet les efforts de développement, qu'elle peut justement servir à soutenir des autorités ou des acteurs, je dirais plutôt des acteurs étatiques qui peuvent être autoritaires si l'on conçoit la désinformation comme venant de l'étranger. Je veux parler de là, effectivement, de désinformation étrangère provenant de certaines puissances ou de certains groupes qui ont des intérêts spécifiques par rapport justement à l'exploitation des diverses ressources qui se trouvent dans cette zone. Vous avez aussi l'impact de cette désinformation, comme l'a décrit tantôt le docteur Ouedraogo, sur les opérations humanitaires. Le personnel est souvent attaqué, menacé. Les actions sont souvent analysées de manière assez dévoyée, poussant donc les populations, même parfois, à ne pas accepter ces actions humanitaires. Alors, il faut aussi dire que par rapport à l'étude sur la perception de la désinformation, concernant les acteurs, c'est vrai que M. Ouedraogo a parlé des experts, il a parlé de la population. Je pense, si mes souvenirs sont bons, on a parlé de 45 entretiens individuels et de 12 groupes de discussion. J'aurais bien aimé voir la part réservée aux femmes, la part réservée aux jeunes filles, qui sont souvent les couches les plus impactées en zone de crise sécuritaire, mais aussi les migrants. Quelle est la perception chez ces migrants qui sont souvent victimes d'abus, soit émanant des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques ou des groupes armés? Alors, il faut aussi, dans cette étude sur la désinformation, l'analyser sous le prisme des rivalités d'influence entre les puissances. Je m'exprime. Tantôt, on a parlé de la Russie. Alors, la Russie va voir ça plutôt comme une guerre d'influence avec l'Occident, avec des accusations de manipulation, de propagande, pour discréditer justement la présence russe dans le Sahel. Alors que la Russie a une politique étrangère qui la présente comme étant une alliée des États africains. De l'autre côté, vous avez une étude du CESA, je pense bien de 2022, qui justement a fait état de campagnes de désinformation en Afrique de l'Ouest au nombre de 72. Et le CESA, justement, qui, dans son étude en 2022, décrit, je cite, la Russie comme le principal pourvoyeur de la désinformation en Afrique.
avec un taux de 40% pour la Russie sur les 60% de campagnes de désinformation menées sur le continent et parrainées par des puissances étrangères. Alors, la question qui se pose dans cette histoire, c'est on est face à une guerre d'influence, mais quel est le regard que nous avons, nous, en tant que population africaine, par rapport à cette guerre d'influence qui est analysée la plupart du temps par ces mêmes puissances étrangères qui tournent autour de nos ressources. Toujours par rapport à la désinformation, Dr Ouedraogo a parlé des plateformes traditionnelles de communication. C'est vrai que je n'ai pas trop vu la part par rapport justement par rapport à tout ce qui tourne à l'expansion rapide, à l'accessibilité des communications dans cet espace, parce que, il faut le dire, même s'il y a crise sécuritaire, il y a des avancées sur ce plan. De plus en plus, les jeunes ont accès. Donc, par rapport aux enquêtes menées, ça serait bien de pousser l'étude et de voir, voilà, quelle est la proportion et selon les catégories socio-professionnelles, comment se passe cette perception de la désinformation selon ces différentes franges. Vous avez dit tantôt que par rapport au niveau de prise de conscience des populations, que la compréhension acceptable de la désinformation était très limitée, toutes catégories confondues. Puis, plus tard, dans la même étude, il a été dit que par rapport aux principales sources de la désinformation, que ce sont les populations elles-mêmes, à travers les enquêtes et les groupes de discussion, qui ont elles-mêmes dénoncé la désinformation venant des puissances étrangères, des activistes et autres. Cette éthique extrêmement forte du point de vue des médias, du journalisme. Je pense qu'elle a contribué à la formation de beaucoup de journalistes ici au Sénégal à travers le CESTI. Mais c'était aussi une forme d'engagement sur les droits humains, sur les droits des femmes en particulier. Et à nouveau, je profite de l'occasion pour lui rendre hommage en étant ici dans cette maison de presse et dans cette salle qui porte son nom. Alors, le président de séance a dit tout à l'heure que considérait que j'étais un panafricaniste. Je pense aussi, mais ce n'est pas du tout l'avis d'aujourd'hui. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, même ce matin, il y a pas mal d'insultes et de personnes évidemment qui considèrent au contraire que le seul fait d'émettre des nuances sur un discours souverainiste porté par des militaires qui n'ont peut-être pas comme seul agenda de libérer l'Afrique, mais peut-être qu'ils ont aussi comme agenda de rester au pouvoir, peut-être. Tous, dès lors qu'on émet un certain nombre de nuances, qu'on énonce un certain nombre de faits, bien sûr, il y a heureusement beaucoup de commentaires positifs aussi, mais bien sûr, il y a beaucoup de commentaires et d'insultes, souvent par des gens qui n'ont même pas pris le soin de lire le texte en question, mais qui ont simplement vu le titre. Donc on en est là. Je pense que je commence en évoquant cela parce que c'est un thème que nous avons, sur lequel nous avons travaillé très récemment à Ouati. On avait organisé un dialogue sur le thème de la désinformation au Sahel. Je pense que c'était le 30 avril dernier, avec mon collègue Bara Traoré, qui est là aujourd'hui, qui est un peu notre spécialiste au niveau de Ouati sur ces questions-là. Il s'était agi aussi d'expliquer déjà les différences entre désinformation, mésinformation, malinformation, de manière aussi à fixer les idées. Lorsqu'on parle de désinformation, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des gens qui donnent une mauvaise information, mais sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, par exemple, et vous avez aussi des journalistes qui parfois peuvent donner de fausses informations, mais pas de manière délibérée, pas dans l'objectif de manipuler ou d'influencer négativement une personne ou l'opinion. Et vous pouvez avoir une sélection de l'information, qui est une information qui est tout à fait vraie, mais évidemment, vous allez sélectionner des informations qui vont dans le sens de ce que vous pensez et du message que vous voulez passer. Et ça, en fait, on le fait quasiment tous, forcément, parce qu'on est toujours, lorsqu'on écrit un article ou lorsqu'on fait quelque chose, en fait, on sélectionne toujours l'information. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on la sélectionne délibérément, en oubliant parfois des informations simplement qui ne vont pas dans le sens de la thèse qu'on veut soutenir, ou pas.
Donc toutes ces nuances, je pense, sont importantes aussi lorsqu'on parle de la désinformation pour pouvoir comprendre un peu les autres formes aujourd'hui de mauvaises informations qui ont aussi des impacts sur nos pays. J'évoquais ce dialogue virtuel, mais donc plus récemment, il y a quelques jours, dimanche précisément, donc chaque semaine en fait, je publie une chronique dans le cadre d'un podcast de Wati, et la dernière portait sur la désinformation avec le titre Le capitaine président, les deepfakes et la menace et le poison de la désinformation, plus exactement. Je faisais référence au fait que depuis la fin du mois d'avril, en fait, on a un flot de vidéos, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup dans les pays anglophones, bizarrement, on va dire, mais aussi dans les pays francophones, mais il y a vraiment une hausse spectaculaire dans les pays anglophones de vidéos, de clips sur le capitaine Traoré du Burkina Faso, le présentant un héros voilà, de la libération en réincarnation de Sankara. Bon, il y a ce fameux clip où on voit Thomas Sankara passer le flambeau au capitaine Traoré. Alors, ça c'est un bon exemple parce que, bon, la plupart des gens savent que Thomas Sankara n'est plus vivant, donc ça c'est vrai que c'est un clip où a priori on sait que c'est évidemment un montage vidéo. Mais même lorsque c'est un montage vidéo et qu'on sait que c'est une fiction, mais en fait ça a quand même un impact. Et derrière, il faut se poser la question du travail technique qui est fait. Ce sont des vidéos de très bonne qualité, générées par l'intelligence artificielle. Ça demande des moyens, ça demande de la technicité. Et quand vous en avez, je pense qu'il y a un article de la BBC répertorié 40 vidéos de ce type chaque semaine, cette dernière semaine, qui ont été faites toujours autour du capitaine Traoré. Vous avez des clips musicaux où on voit le capitaine Traoré avec Beyoncé, avec Rihanna plutôt, des clips où on le voit avec R. Kelly, qui est un rappeur américain célèbre. Là aussi, bon, on se dit a priori c'est pas vrai, mais en fait c'est plutôt bien fait, et il y a des jeunes et des moins jeunes qui ne savent pas nécessairement que c'est pas vrai. Et ça nous dit beaucoup de choses à nouveau aujourd'hui sur d'abord techniquement ce qu'on peut faire, notamment au niveau des vidéos. Avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire des vidéos de très bonne qualité, totalement fausses. Il y a encore des moyens de se rendre compte, mais enfin, les progrès vont tellement vite que dans quelques mois, on aura un autre niveau de qualité encore, et ce sera extrêmement difficile peut-être de faire la différence entre une fausse vidéo et une vraie vidéo. Et tout ça est vraiment utilisé de manière tout à fait professionnelle. Et dans cet article, je citais justement la BBC qui a pu identifier celui qui a fait la vidéo, un Nigérian de 33 ans qui a fait la vidéo où on voit le capitaine Traoré avec le rappeur américain, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il a fait. Il a dit, d'une part, lui, il est fan du capitaine Traoré, il trouve que voilà, c'est une bonne chose, même s'il connaît à peu près rien du Burkina Faso, mais il est fan du capitaine Traoré par rapport à son discours révolutionnaire. Mais d'autre part, il dit, en tout cas, sa vidéo, ça a été monétisé sur YouTube parce que ça marche très bien. Les vidéos de ce type en ce moment marchent très bien. Et donc, il a pu gagner $2000 à partir de la monétisation sur YouTube de ce clip du capitaine Traoré. Donc, vous avez non seulement, bien sûr, le côté adhésion au discours, notamment de libération de l'Afrique, mais vous avez aussi un gain financier en plus, lié au fait que c'est en vogue, ça marche très bien chez les jeunes, et donc vous pouvez le monétiser sur YouTube et gagner de l'argent avec. Et je parle là de clips qui sont vus des milliers, enfin je crois que c'est 1 million de fois que ça a été vu. Donc l'impact de la désinformation, c'est l'échelle qui est importante. Si vous faites de la désinformation et que ça circule dans un quartier de Dakar, ça ne va pas nécessairement avoir un impact. Par contre, si vous touchez des millions de personnes avec une fausse information, là, vous avez un impact qui peut être absolument désastreux. Et aujourd'hui, à nouveau, la technologie, les réseaux sociaux et les moyens financiers qu'on peut mettre aussi pour booster les publications, ça amplifie énormément la désinformation. Et ce que je disais aussi dans cette chronique, donc il y a quelques jours, je commençais en citant en fait le cas d'un ami proche, en fait, de 2 amis médecins proches de moi. L'un que j'ai rencontré récemment qui me disait, en fait,
oui, enfin, je reçois ce que vous faites à Wati et ça m'a permis de nuancer, de m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe dans la réalité dans les pays du Sahel et de nuancer la perception que j'avais de ce qui se passait, parce que tous mes amis médecins, ou presque, sont tous absolument fascinés par ce qui se passe au Burkina Faso et de manière générale par ce qui se passe dans les pays du Sahel. Et un autre ami médecin, proche aussi, depuis presque un an maintenant, on n'arrive plus du tout à discuter parce qu'il est absolument impossible de l'intéresser aux faits. Dès lors que, même si c'est moi qui parle, mais je suis interrogé par RFI par exemple, il estime que dès lors que quelqu'un parle sur RFI, forcément c'est la voix de la France et forcément ça n'a aucun intérêt de l'écouter et il n'écoute pas. C'est un médecin spécialiste avec 12 années d'études. Hein. Donc, et ça montre de mon point de vue qu'on n'a pas simplement aujourd'hui la désinformation, mais on a la rencontre entre la désinformation et beaucoup de frustration dans nos pays par rapport bien sûr à l'héritage colonial, par rapport à la revanche à l'égard en particulier de la France en ce qui concerne l'Afrique francophone. Et on a, ce qui est beaucoup plus inquiétant, un vrai problème au niveau de la culture générale et du débat critique, de l'esprit critique qu'on doit avoir par rapport à une information. Et ça, je pense que si on ne prend pas la mesure de ce que ça signifie, on risque d'être vraiment surpris parce que c'est extrêmement grave. Mais Madame Fall le disait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Les faits, c'est les plus importants. Il n'y a plus de vérité. Il y a des gens qui disent non, effectivement, chacun a sa vérité. En fait, non, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles c'est vrai ou c'est pas vrai. Au Burkina Faso, bon, moi j'ai des amis du ballet citoyen. Oui, ils ont été arrivés. Il y en a un, il a été enlevé devant sa femme. C'est un fait depuis un mois. On ne sait pas où il est. C'est un fait. On ne sait absolument pas où il est. Il y a quelques cas comme ça. En Guinée-Conakry, il y a 2 acteurs de la société civile. On ne sait pas où ils sont. Ils ont été enlevés depuis maintenant, je pense, 8 mois. Ce sont des faits. Mais il y a des gens, vous pouvez le dire dans un article, en fait, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse, c'est simplement leur opinion tranchée sur le fait que d'un côté, on a des gens qui veulent libérer l'Afrique et de l'autre côté, on a des gens qui sont des traîtres et des gens qui ne veulent pas suivre cette direction. Et ça, à mon avis, à nouveau, c'est extrêmement inquiétant.